Elle a dit qu'elle ne voulait pas mourir. C'est lui, son bourreau, qui l'a raconté devant le tribunal. Qu'au milieu de l'horreur, au milieu de ce que personne ne devrait jamais endurer, Shannon Christian avait supplié. Elle avait dit ces mots. Elle voulait vivre. Elle avait 21 ans. Ce soir-là, elle était juste sortie avec son petit ami. Une soirée normale. Des amis, des rires, la vie. Et quelqu'un a décidé que sa vie ne valait rien. Ce que vous allez entendre est réel, vérifié, jugé. Certaines parties sont insoutenables. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous croyez, comme moi, que ces deux personnes méritent qu'on se souvienne d'elles. Pas comme des victimes anonymes, comme Shannon, comme Christopher. Restez avec moi. Avant de parler du crime, parlons d'eux. Parce que c'est ce qu'on oublie trop vite dans les affaires criminelles. Au centre de tout, il y a des gens, de vraies personnes. Shannon Gail Christian, 21 ans, étudiante à l'Université du Tennessee. Ses proches décrivent une jeune femme lumineuse, spontanée, qui aimait rire et qui aimait fort. Elle avait toute la vie devant elle. Son père, Gary, rêvait du jour où il danserait avec elle à son mariage. Ce moment si particulier, si intime, entre un père et sa fille. Il en rêvait. Christopher Newsom Jr., 23 ans, charpentier. Discret, loyal, travailleur. Le genre de gars qui ne fait jamais de bruit, mais sur qui on peut compter les yeux fermés. Il construisait. Littéralement. Il construisait des maisons pour vivre. Et il construisait sa vie avec patience et avec cœur. Ensemble, ils formaient un couple. Pas depuis longtemps, mais assez pour que ça compte. Ce soir du 6 janvier 2007, ils avaient quitté l'appartement de la meilleure amie de Shannon au complexe de Washington Ridge à Knoxville, Tennessee. Chris était debout côté conducteur. Shannon était au volant. Ils rentraient. Ils ne rentrèrent jamais. Il fait froid à Knoxville ce soir-là. Le genre de froid de janvier qui mord le visage et fait rentrer les gens chez eux rapidement. Shannon est au volant de son Toyota 4Runner. Chris est juste à côté. Ils sont dans le parking. Et soudain, tout s'effondre. Un carjacking, brutal, soudain, sans avertissement. Plusieurs individus s'approchent du véhicule, il n'y a pas le temps de réagir, pas le temps de fuir, pas le temps de comprendre ce qui se passe. Chris et Shannon sont forcés à rester dans le véhicule, séquestrés dans leur propre voiture. Le 4Runner démarre, disparaît dans les rues de Knoxville. Destination, le 2336 rue Shipman. Une maison, ordinaire en apparence, mais cette nuit-là, cette maison devient l'endroit le plus terrifiant de la ville. Pendant ce temps, la famille de Shannon ne sait pas encore. Ses amis peut-être attendent encore. Personne ne sait. Et cette ignorance, ce temps suspendu entre le moment où une vie bascule et le moment où les proches l'apprennent, est l'une des choses les plus cruelles dans cette histoire. Je vais vous dire la vérité, pas pour faire du sensationnalisme, pas pour choquer, mais parce que Shannon et Christopher méritent que ce qui leur a été fait soit dit clairement, sans euphémisme, sans détourner les yeux. Christopher Newsom a été séparé de Shannon dès leur arrivée. Il a été ligoté, violé avec un objet, puis emmené à l'extérieur, les mains attachées avec un lacet de chaussure, pieds nus dans le froid de janvier. 3 balles ont mis fin à sa vie. Une dans le dos de la tête, une dans le cou, une dans le dos. Le dernier tir, exécution. Son corps a été enveloppé dans une couverture, déposé sur des rails de chemin de fer proches de la rue Chipman et brûlé. Christopher avait 23 ans. Il construisait des maisons, et des hommes ont brûlé son corps sur des rails comme s'il ne valait rien. Pour Shannon, l'horreur a duré bien plus longtemps. Pendant que Christopher était assassiné dehors, Shannon était retenue à l'intérieur, principalement dans la chambre nord de la maison. Quand les agresseurs sont revenus, les violences contre elle ont repris. Battue, violée à plusieurs reprises, frappée à la tête et dans le bas-ventre. Et à un moment,
Et c'est peut-être le détail le plus glaçant de toute cette affaire, ses agresseurs l'ont forcée à appeler chez elle, au téléphone, pour créer une fausse alibi, pour donner du temps. Imaginez une seconde ce que ça signifie. Shannon, prisonnière, entourée de ses bourreaux, tenant un téléphone. La voix qui doit rester normale, les mots qui doivent tenir, et de l'autre côté du fil, quelqu'un qu'elle aime, qui ne sait pas, qui ne peut pas savoir. C'est à ce moment que Davidson a confessé qu'elle lui avait dit « Je ne veux pas mourir ». Elle ne voulait pas mourir. Mais ils ont versé de l'eau de javel dans sa bouche pour effacer les preuves ADN. Et Shannon est morte dans cette maison, asphyxiée, selon le médecin légiste, après des heures de torture sexuelle. Son corps a été ligoté, enveloppé dans des sacs plastiques, entassé dans une poubelle. Elle avait 21 ans. Le 7 janvier 2007, un employé de chemin de fer tombe sur quelque chose sur les rails. Il alerte les autorités. Les enquêteurs arrivent. C'est le corps de Christopher Newson. L'identification prend du temps. Entre-temps, Shannon est toujours porté disparu. Ses parents ont signalé sa disparition dès que le couple n'est pas rentré. Les enquêteurs retrouvent le Toyota 4Runner abandonné. À l'intérieur, une enveloppe. Des empreintes digitales. Ces empreintes mènent à un nom, Lemaricus Davidson. Et ce nom mène au 231-16 rue Chipman. Quand les forces de l'ordre entrent dans cette maison, ils trouvent Shannon, dans une poubelle, enveloppée de sacs. Le juge qui allait présider ces procès dirait plus tard que ce qu'il avait découvert dans les dossiers était l'un des crimes les plus atroces jamais vus par ce tribunal. 5 individus ont été arrêtés. 5 noms. 5 personnes qui, à des degrés différents, ont participé à ce qui s'est passé rue Chipman. Lemaricus Davidson, dit Slim, 25 ans. C'est lui qui habitait dans cette maison. C'est lui qui était au centre de tout. La confession des faits lui est directement attribuée. Le meneur. Letalvis Cobbins, le frère de Davidson, présent, impliqué directement dans les violences. George Thomas, présent dans la maison cette nuit-là. Vanessa Coleman, la petite amie de Cobbins. Elle était là pendant une partie des événements. Elle n'a pas appelé les secours. Elle n'a pas aidé Shannon. Les procureurs ont établi qu'elle gardait Shannon pendant que les hommes assassinaient Christopher dehors. Eric Boyd. Son rôle spécifique a été établi plus tard. Si tard, en fait, qu'il n'a été inculpé pour meurtre au premier degré que 11 ans après les faits. 5 individus, une maison, une nuit et 2 vies effacées. Permettez-moi de tout arrêter une seconde. Parce que dans cette histoire, il n'y a pas que les victimes directes. Il y a ceux qui ont survécu à la pire chose qu'un parent puisse vivre. Gary Christian, le père de Shannon, était présent à chaque audience du procès. Les journalistes qui couvraient l'affaire l'ont décrit ainsi. Mains crispées, visage rouge, yeux durs, se balançant d'avant en arrière sur le banc de la salle d'audience. Un homme qui retenait quelque chose d'immense. Une douleur sans fond, une rage que seule l'injustice absolue peut générer. Le jour où il a pu prendre la parole devant les condamnés, il a dit des mots simples. Mais ces mots simples ont traversé la salle comme un coup de tonnerre. « Tu as pris ma fille, tu as pris ma danse de mariage, tu as pris mes petits-enfants. » Pas de cris, pas d'effondrement. Juste ces mots. 3 phrases qui résument tout ce que la mort d'un enfant vole à un parent. La danse de mariage, ce moment que Gary Christian ne vivra jamais, que personne ne peut lui rendre, que rien, aucune condamnation, aucun verdict ne peut restituer. Hugh Newsom, le père de Christopher, portait lui aussi ce poids. C'était le pire crime que Knoxville n'ait jamais connu. Simple, direct, accablant. Dina Christian, la mère de Shannon, a témoigné elle aussi. Elle a parlé de comment cette mort avait fracturé la vie de toute la famille, pas juste la sienne, celle de tous ceux qui aimaient Shannon.
Ces familles ont survécu à l'insupportable. Et ce n'est pas encore fini pour elles. Parce que la justice, quand elle est finalement venue, est venue d'une façon que personne n'aurait pu anticiper. En 2009, les procès commencent. 2 ans d'attente. 2 ans pendant lesquels Gary Christian rageait en silence et Hugh Newsome portait son deuil. Les verdicts tombent un à un. Les Maricus Davidson, condamnés à mort. Le meneur paiera de sa vie. L'Ethelvis Cobbins, prison à vie sans liberté conditionnelle. Il ne sortira jamais. George Thomas, prison à vie sans liberté conditionnelle. Vanessa Coleman, 53 ans de prison. Eric Boyd, 2 peines à vie, plus 90 ans. C'est fini. La justice est rendue, les familles peuvent commencer à respirer. Ou du moins, c'est ce qu'elles pensaient. 2011. Une information éclate dans les médias de Knoxville. Et cette information va provoquer un séisme judiciaire sans précédent. Le juge Richard Baumgartner, l'homme qui avait présidé ces procès, qui avait écouté les témoignages des parents, qui avait regardé les accusés dans les yeux, qui avait prononcé les sentences, était toxicomane aux opioïdes pendant toute la durée des audiences. Pas une dépendance légère, une dépendance grave. Il se procurait ces substances illégalement par l'intermédiaire d'une femme condamnée à qui il accordait des faveurs judiciaires en échange. Un juge, en robe noire, dans un tribunal, sous l'emprise de drogue, pendant les procès pour le meurtre de Shannon et Christopher. La question juridique est immédiate. Si le juge n'était pas en état de présider, les procès sont-ils valides? La cour d'appel répond non. Tous les verdicts sont annulés. Tous les condamnés ont droit à de nouveaux procès. Comprenez ce que ça signifie concrètement. Les hommes reconnus coupables du meurtre de Shannon et Christopher vont plaider non coupables, à nouveau, dans une nouvelle salle d'audience, devant un nouveau jury, avec de nouveaux témoignages. Gary Christian doit revivre tout ça. Hugh Newsome doit revivre tout ça. Dina Christian doit revivre tout ça, parce qu'un juge était drogué. Il n'y a pas de mots suffisamment forts pour décrire l'injustice de ce moment pour ces familles. À partir de 2012, les nouveaux procès s'engagent, un par un, séparément, sur plusieurs années. Les familles reviennent, les témoignages recommencent, les preuves sont réexaminées. Et la justice, lente, douloureuse mais réelle, finit par être rendue, à nouveau. Davidson, à nouveau condamné à mort. Cobbins, à nouveau condamné à vie. Thomas, à nouveau condamné. Son cas a eu un tournant particulier, il a finalement accepté de témoigner contre Eric Boyd dans le cadre d'un accord avec les procureurs. Coleman, condamné à 53 ans après plusieurs nouveaux procès. Boyd, inculpé pour meurtre au premier degré 11 ans après les faits, en 2018, grâce au témoignage de Thomas, condamné à 2 peines de prison à vie consécutives, plus 90 ans. 11 ans. 11 ans avant que le 5e homme soit enfin jugé pour meurtre. Et cette affaire a changé la loi. 2 nouvelles législations ont été adoptées dans le Tennessee directement en réponse à ce scandale judiciaire, dont une qui oblige désormais les juges à certifier immédiatement les verdicts rendus. Parce que ce qui est arrivé à ces familles ne doit plus jamais arriver à personne. Et il y a quelque chose que je dois vous dire sur Gary Christian. Des années après les procès, les appels, les nouveaux procès, les années de rage visibles dans cette salle d'audience. En 2017, Gary Christian s'est retrouvé dans une église à East Tennessee, debout derrière un pupitre. Et il a parlé. Pas de haine, pas de vengeance, il a parlé de la douleur, de la foi et de ce que ça fait de ramper dans un trou noir assez profond pour croire qu'on n'en sortira jamais. Il a dit « Je vous dis qu'il n'y a pas de trou assez sombre, assez noir, assez froid pour que le Seigneur ne puisse vous en sortir. Je suis la preuve vivante que Dieu ne vous abandonne pas. » Gary Christian, l'homme au poing serré, l'homme au visage rouge qui se balançait sur le banc du tribunal.
Cet homme-là a trouvé quelque chose de l'autre côté de sa douleur. Ce n'est pas une happy end, ce n'est pas une guérison. Sa fille est toujours morte. Il ne dansera jamais avec elle. Il ne tiendra jamais ses petits-enfants. Mais il a choisi de vivre quand même. Et ça, c'est peut-être la chose la plus courageuse que j'ai jamais entendue. Il y a une question que je me pose à chaque fois que je raconte une histoire comme celle-là. Pourquoi ? Pourquoi raconter des horreurs pareilles ? Pourquoi ne pas laisser les morts reposer en paix et passer à autre chose ? Voici ma réponse. Parce que Shannon Gale Christian était une personne réelle. Une étudiante de 21 ans qui avait des rêves, une famille, un avenir. Elle a dit qu'elle ne voulait pas mourir, et le monde doit savoir ce qui lui a été fait. Pas pour la victimiser à jamais, mais pour qu'elle ne soit jamais réduite à un numéro de dossier. Parce que Christopher Newsom Jr. était un homme de 23 ans qui construisait sa vie avec ses mains. Son corps a été brûlé sur des rails comme si sa vie ne valait rien. Et le monde doit savoir son nom. Parce que Gary Christian et Hugh Newsom et Dina Christian et toutes ses familles ont vécu l'inimaginable 2 fois à cause d'un juge drogué et ont continué à se battre pour que justice soit rendue. Ils méritent qu'on reconnaisse ce courage. Et parce que la justice dans cette affaire a failli, elle a chancelé, elle a été compromise par la faiblesse et les crimes d'un homme qui portait une robe noire et était censé incarner l'équité. Mais elle a finalement tenu debout, mal, lentement, avec des années de retard, mais elle a tenu. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez que Shannon et Christopher méritent d'être remembrés, faites une seule chose. Dans les commentaires, écrivez juste leur prénom. Shannon, Christopher, c'est tout. Pour qu'ils sachent, là où ils sont, qu'on n'a pas oublié. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Chaque semaine, je raconte des histoires vraies, des histoires difficiles, des histoires qui méritent d'être entendues. À très vite.